Madame, Messieurs, bienvenue, c'est Afrique Média, la télévision panafricaine. Heureux de vous savoir très nombreux, comme tous les week-ends, pour suivre votre émission, le débat de la presse. Nous revenons donc une fois de plus ce week-end pour parler des choses intéressantes pour vous, pour le continent africain et pour le reste du monde. Mais le plat de résistance de cette émission du débat à la presse porte notamment sur la lutte contre la corruption, un combat que mène le pays de Paul Biya depuis des années déjà. La question étant de savoir est-ce que la CONAC est à la hauteur de cette lourde tâche? La CONAC est-elle efficace dans cette lutte contre la corruption au Cameroun? La question, bien sûr, on va la poser à ceux qui sont conviés à cette édition du débat de la presse de ce jour. Et nos panélistes sont déjà sur ce plateau. C'est avec eux qu'on va essayer donc de décortiquer ce qu'il y a à savoir derrière ces thèmes de réflexion sur Afrique Média. En n'oubliant pas de vous mentionner, vous aussi, mesdames et messieurs, qui nous regardez à travers le continent africain, que vous êtes invités aussi à cette émission, à participer à travers les SMS, d'après les numéros qui vont s'afficher dans quelques instants seulement au bas de ce petit écran. Et vous allez avoir le devoir, bien sûr, de signer vos messages, du lieu et surtout de votre nom. Sinon, ceux-ci ne seront pas lus sur ce plateau. Je m'en vais donc tout de suite et maintenant vous faire prendre contact avec nos invités qui sont avec nous sur ce plateau. Je vais commencer par ma droite en vous présentant Thierry Ndong. Il est directeur de publication d'un journal qui s'appelle Intégration. C'est un journal qui œuvre pour l'intégration non seulement au niveau de l'Afrique centrale, mais également au niveau de tout le continent africain. Thierry, bonsoir et bienvenue sur le plateau du débat à la presse. Bonsoir Albert Patrick, bonsoir à tout le panel et merci pour l'invitation. J'en profite pour dire un bonsoir chaleureux à tous les téléspectateurs de Afrique Média. Voilà, tous ceux qui nous regardent donc du côté de Bangui, vous avez le salut d'Afrique Média. Alors Thierry, avec vous, on va évoquer très rapidement un sujet d'actualité. Vous sortez fraîchement du Palais des Congrès où vous êtes accrédité pour assister donc à la réunion des ministres de la CEAC qui s'est donc tenue ce matin dans le cadre de la lutte contre le braconnage. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui s'est dit du côté du Palais des Congrès de Yaoundé, bien sûr? Alors, au Palais des Congrès de Yaoundé, il faut dire que la situation des éléphants est dramatique. La situation des éléphants au Cameroun, au Tchad et en RCA est dramatique. Voilà le mot qu'ils utilisent. Pourquoi est-ce qu'elle est dramatique? Parce que depuis quelques années, cette espèce protégée est l'objet de braconnage, fait l'objet d'attaques de la part des braconniers. Et c'est des centaines d'éléphants qui sont abattus. Et pour être concret, il y a quelques jours, le 14 mars, une centaine d'éléphants abattus au Tchad. Il y a quelques jours. Donc la situation est grave. Non seulement une centaine d'éléphants viennent d'être abattus au Tchad, on annonce dans les prochains jours un mouvement de braconniers vers le parc de Boubandjida au Cameroun. C'est grave et c'est grave. Donc les ministres en charge de la sécurité dans la sous-région se sont réunis pour mettre en place un plan d'urgence pour contrer les braconniers. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ouais, Ok, merci. Donc, il faut déjà rappeler qu'au Cameroun, c'est un peu plus de 200 éléphants qui avaient été abattus l'année dernière par ces braconniers que l'on dit circuler à bord de chevaux et armés lourdement, qui sont donc en train d'alimenter le marché noir en ce qui est du trafic des ivoires. Je voudrais ajouter un mot, si vous voulez un chiffre. En 2012, 30 000 éléphants ont été abattus dans la zone Cameroun, Tchad, RCA. C'est vous dire que c'est alarmant. Oui. La situation est grave même à la limite et on espère que cette action coordonnée des ministres en charge des questions de sécurité dans la zone va porter des fruits et que ces braconniers que l'on dit venir du côté du Soudan vont donc être stoppés dans leur basse besogne. Voilà. Il est également invité sur ce plateau, cela faisait déjà quelques temps qu'il n'était plus venu. Lui, c'est donc Jean de Dieu Haïssi.
Il est tout simplement chef de chaîne d'une radio qui a pignon sur rue dans la localité de Sam, c'est dans le département de la Léquier, mais c'est aussi un internationaliste. Il n'aime pas souvent qu'on évoque cette autre casquette, mais on se prend la liberté de le faire. Jean de Dieu, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bienvenue. Je voudrais exprimer mes sincères gratitudes. Chaque fois que vous m'invitez, c'est un bonheur et c'est un honneur. Vous me permettez également de promettre à nos multiples téléspectateurs beaucoup de modestie et d'humilité. Merci beaucoup. Donc, avec vous, on sait que vous êtes très attaché aux questions de l'Église catholique qui vient donc de recevoir son tout nouveau pape, le pape François. Ça fait depuis qu'on ne vous avait pas reçu sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on peut savoir de ce pape qu'on présente déjà comme étant le pape des pauvres, comme étant un bon pape, tout simplement? Vous partagez cet avis-là? D'abord, il faut faire très attention. Il est important, si j'étais chinois ou indien, j'aurais parlé avec pertinence d'un code métaphysique qui est le leur. Malheureusement, nous sommes africains. Nous n'avons ni code métaphysique, ni code idéologique, encore moins code éthique. Et donc, nous sommes aliénés. Aliénés venant du mot latin qui signifie alliance, c'est-à-dire étranger. Nous sommes envahis par l'esclavage étranger. Et c'est en cela que je rappelle chaque fois, pour l'amour de vos téléspectateurs, que cette église catholique, nous parlons du 206e pape, rappelez-vous chaque fois que le 209e pape avait décidé, c'était le 16 juin 1452, de signer une bulle papale appelée Dum Diversa, qui donnait donc autorisation au roi du Portugal, Alphonse V, de venir déporter et soumettre les Noirs en esclavage. C'était le premier comptoir de l'esclavage, c'était en Guinée-Conakry. Et c'est encore un prêtre catholique, Fray Bartholomé de las Casas, qui a décidé que l'esclavage soit développé et que les Indiens, les Amérindiens soient protégés. Donc chaque fois que nous parlons, et là vous vous rappelez du fameux discours de Léopold II en 1883, qui donnait, n'est-ce pas, la puissance de la croix et de la Bible pour aliéner, n'est-ce pas, la civilisation africaine. Lorsque je l'ai dit, le 266e pape, un bon pape, un pape pour les pauvres, d'abord ça ne signifie rien. Nous sommes au cœur d'une maison, le Vatican, qui est la maison pour l'idéologie et pour la mystique occidentale. C'est le lieu de rappeler aux Africains qui semblent être du Sud que nous avons également les mêmes moyens d'implorer les forces divines comme les Occidentaux. Il n'y a pas un peuple qui doit jouir du monopole de cela. Alors, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qu'on connaît de Jorge Mario Bergoglio? On lui reconnaît d'être celui qui a refusé le mariage homosexuel, notamment en 2010, lorsque l'Argentine décide de valider ce projet. Il a été la figure de proue pour dire non au mariage homosexuel, mais le projet a été validé. On lui reconnaît qu'il dit non à l'avortement, il dit non à l'ordination des femmes, mais pour être plus utile, il faut quand même qu'on reconnaisse qu'il n'est pas pur comme neige, puisque juste après, c'était le 13 dernier, le journal Página 12, c'est-à-dire c'est le journal de gauche argentin, sous la main de Horacio Visbix, il signale que ce monsieur n'est pas celui qui peut défendre les droits de l'homme dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler du fait. C'était exactement le 23 mai 1976. Il a décidé de faire déporter deux jésuites parce que, voyez-vous, le coup d'État du 24 mars 1976 avait mis une junte militaire dangereuse, on appelle ça escadron de la mort. C'était, je crois, dirigé par Jorge Videla. Et par ce fait, deux jésuites seront déportés à la demande du provincial des jésuites qui était donc Jorge Mario. Et ceux-là, ils sont passés au tribunal. Je vais citer là Yorio qui disait que M. Jorge Mario a donné la liste des personnes qui devraient être déportées. Et eux, ils ont été déportés, torturés à l'école mécanique de la marine. Okay. Et donc, les questions, les autres personnes avaient été disparues. Avait été porté disparu, les questions des droits de l'homme peuvent peser sur le nouveau pape. C'est un homme. Il faut dire ça aux téléspectateurs, avec l'espoir que l'Église catholique a beaucoup de défis. C'est une Église catholique romaine, mais elle n'est pas encore universelle comme on souhaiterait. Ok, merci donc à vous. On reviendra
peut-être sur ces sujets dans une autre émission. Le temps pour nous d'introduire également sur le plateau, il s'appelle Joseph Atangana Zanga, il est observateur. Joseph Atangana, merci de nous avoir rejoints, bienvenue sur le plateau. Bonjour à tout le panel et à tous les téléspectateurs ressortir un peu plus Afrique Média. Oui, tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Je tiens à vous remercier pour cette invitation et je reste toujours disponible. Merci donc à vous. Voilà, la nouvelle est tombée depuis hier. Paul Biya va se rendre en Turquie dès le lundi 25 mars 2013. Et également, on sait que demain, c'est le 24 mars, c'est l'anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est le parti au pouvoir au Cameroun. Alors, ces deux événements, on peut dire que c'est plutôt des bonnes nouvelles, aussi bien pour le parti que pour le Cameroun par rapport à cette visite. La première nouvelle, c'est la célébration du parti. Et demain, tous les militants et sympathisants du RDPC vont se mouvoir pour célébrer une fois de plus l'anniversaire du parti. Et vous savez que nous sommes à la période des grandes échéances électorales, donc avec les sénatoriales et tout ce qui s'annonce. Je pense que c'est une fois de plus pour nos militants de se mobiliser pour cette célébration. Et ça a toujours été ça le message du porte-parole du RDPC, qui est le secrétaire général du comité central, qui a demandé à ce qu'il y ait plus d'attention sur les inscriptions sur les listes électorales. Donc je pense que la première nouvelle, ça va déjà pour les militants. Maintenant, la deuxième nouvelle aussi est bonne pour l'économie du Cameroun, parce que ça permet aussi au Cameroun de nouer davantage une nouvelle plateforme d'économie, de la rejoindre et de voir ce qu'on peut gagner sur cette visite. Voilà, merci donc à vous, Joseph Atangana Zanga, président de la Confédération africaine des supporters de football. Lui, c'est déjà pratiquement l'un des meubles de cette émission, de cette télévision, en tant qu'il est notre consultant maison. Lui, c'est Soule Onoyolo, il est journaliste et il officie dans les rangs du quotidien privé camerounais, Le Messager. Soule, bienvenue sur le plateau du débat de la presse. Heureux, n'est-ce pas, d'être un nouveau invité et je crois bonjour aux téléspectateurs d'Afrique Média. Voilà, avec vous, on sait que vous suivez de très près l'actualité relative au sénatorial au Cameroun avec cette semaine donc le coup de massue de Elections Cameroun qui a rejeté des listes de candidatures par rapport donc à cette élection qui aura lieu le 14 avril prochain. Et parmi les listes qui ont été rejetées, on retrouve bien sûr celle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-ce que par cet acte-là, l'ECAM, et est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que l'ECAM veut s'affirmer comme étant un organe indépendant en qui on peut avoir confiance dans la conduite des élections au Cameroun? Oui et non. Oui et non, simplement parce que moi, je pense que c'est un coup de pub que l'ECAM a fait. Et l'ECAM a publié là, n'est-ce pas, des éléments qui peuvent suggérer qu'on n'est-ce pas, on accorde à cet organe chargé de préparer, d'organiser les élections, n'est-ce pas, une bonne dose de crédibilité. Mais étant entendu que la Cour suprême volera certainement au secours du RDPC, on serait tenté de dire que c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais ce qu'on aura retenu, c'est quand même, n'est-ce pas, de constater avec, n'est-ce pas, beaucoup de curiosité, avec beaucoup de regrets, la manière dont est fait le travail au RDPC. Parce que c'est avec autant de négligence, autant de je m'en foutisme, autant d'indifférence que le parti au pouvoir gère les affaires de ce pays, c'est très grave. Parce que quand vous regardez un peu les motifs de rejet, ça fait pitié. Je voudrais il y a beaucoup de légèreté. Oui, il y a beaucoup de légèreté. Lorsque vous avez vu le secrétaire général adjoint du comité central, M. Grégoire Ona, qui est dans le parti depuis très longtemps, se gonfler le torse, accorder des interviews pour avoir déposé les listes du RDPC. Et qu'on se retrouve avec des listes où on trouve des gens qui n'ont pas 40 ans révolus. On trouve des gens qui ont un certificat, je crois, un casier judiciaire signé par la police. Je dis bien la police et non, n'est-ce pas, la justice. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire que, et il y a même certaines indiscrétions qui laissent croire qu'en réalité, si Ali Kam avait été encore plus rigoureux,
on aurait disqualifié toutes les listes du RDPC. Alors, comment est-ce qu'on a réussi à braver la première étape de la sélection, qui est celle des commissions qui ont travaillé sur le terrain, la deuxième étape, qui est celle de la Commission nationale de supervision, n'est-ce pas, des investitures, et la dernière étape qui est celle de la Commission nationale des investitures. Et quand vous produisez des choses comme celle-là, je pense que ça a l'air d'être banal, mais mettez-vous suffisamment grave. Que l'on en arrive à introduire parmi 7 sur 49, parce que quand vous prenez l'extrême nord, il y a eu 7 listes de 7. L'arithmétique nous laisse croire que ça fait 7 fois 7, 49. Comment est-ce que pour retenir 7 candidats, on en arrive à retenir quelqu'un qui n'est même pas camerounais, Faisal? C'est encore très grave. Donc on joue même avec les questions des nationalités. Pourtant, pour faire la carte d'identité, on vous demande, n'est-ce pas, le certificat de nationalité. Alors, ce monsieur a traversé toutes les étapes. Ça veut dire qu'il a une carte nationale d'identité. Alors qu'il n'est pas camerounais. Il a fait tous les papiers qu'il a présentés, c'est camerounais. Pourtant, il ne l'est pas. C'est encore très grave. Je pense qu'il est souhaitable que, en fait, ce travail de l'ECAM a le mérite de nous montrer, au bout du jour, j'ai envie de dire, l'imprudence et naturellement la complaisance de ceux qui nous dirigent. Et je pense qu'il faut que les uns et les autres se réajustent pour comprendre que le pays ici, c'est notre pays et il ne doit pas être géré de façon terre à terre comme c'est le cas. Voilà, Dixit donc Soulé Onoyolo qui est avec nous sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, merci à vous toutes et à vous tous qui venez tout simplement de vous joindre à nous. Vous êtes sur Afrique Média, nous sommes en direct du Cameroun à Yaoundé précisément, où cette émission est produite, c'est le débat de la presse. Sachez-le, vous êtes également conviés à participer au débat. Les thèmes, c'est donc la lutte contre la corruption. La CONAC est-elle efficace et les Lions indomptables du Cameroun ont-ils une chance de se qualifier pour le prochain mondial qui se joue l'année prochaine au Brésil? Participez par SMS uniquement à partir des numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran. Signez votre message, sinon il ne sera pas lu sur cette antenne. On va donc marquer la seconde pause de cette émission, le temps de nous amener du côté des kiosques pour voir ce qu'ont écrit les journaux du Cameroun au courant de cette semaine qui s'est achevée. Voici la revue de presse que nous présente Cédric Mbonomo. Bonjour à vous, chers invités du débat de la presse. Bonjour, chers téléspectateurs. Les batailles dans le cadre du processus de mise en place du Sénat au Cameroun se poursuivent sous le regard attentif de la presse. Tout d'abord, Prospective Nouvelle présente les raisons pour lesquelles 770 candidats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC ont été recalés par la commission de supervision du dit parti politique lors de la proposition des listes des candidatures au sénatorial. Le journal souligne que le président national du RDPC, Paul Biya, s'est appuyé sur des critères tels que la crédibilité morale et la compétence politique. Et parmi ces personnalités disqualifiées, Prospective Nouvelle met en évidence le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yege Djibril. Mais pourquoi Kavaye est-il l'homme à abattre? C'est la question que pose l'épervier et qui permet au bi-hebdomadaire de souligner que le rejet de la candidature du président de l'Assemblée nationale dans le RDPC ne devrait pas poser problème. Le journal pense par ailleurs que certains organes de presse essayent de dresser Paul Biya contre Kavaye Yege Djibril. Mais la situation a évolué du côté d'Elections Cameroun depuis le dépôt des listes de candidatures par les partis politiques. Cameroun Tribune annonce d'ailleurs le jeudi 21 mars 2013 que l'ECAM rejette 23 listes parmi les 40 qui ont été déposées au total par les 8 formations politiques en course pour la Chambre haute du Parlement.
17 listes ont donc été retenues et seuls 4 partis politiques restent dans la compétition. Le quotidien gouvernemental précise en outre que les motifs de rejet sont liés, entre autres, au non-respect de la procédure, de l'âge, de la nationalité et enfin de l'existence de plusieurs factions du parti pour ce qui est de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Cameroun Tribune révèle en outre le vendredi 22 mars 2013 que le temps est désormais venu pour les recours, les revendications des partis politiques par rapport au rejet ou à l'acceptation des candidatures par l'ECAM. Le journal rappelle que ces recours sont déposés auprès de la Cour suprême, siégeant comme Conseil constitutionnel. Et tandis que les batailles s'enchaînent et s'intensifient dans le cadre des sénatoriales entre les partis politiques, sur le plan du football, le quotidien gouvernemental annonce que les Lions indomptables du Cameroun préparent l'assaut. Un assaut qui sera donné à la sélection nationale du Togo lors d'un match prévu ce samedi 23 mars 2013 au stade Omnisport de Yaoundé. La dite rencontre compte d'ailleurs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014, d'où l'enjeu important que lui reconnaît Cameroun Tribune. Plusieurs batailles ont également été relevées sur le plan social au Cameroun. Le quotidien de l'économie, par exemple, constate dans cette édition du lundi 18 mars 2013 que le personnel de plusieurs grandes entreprises a observé une perte de motivation depuis le début de cette année 2013. Le journal relève qu'en 3 mois, plus d'une demi-dizaine de mouvements d'humeur ont été enregistrés au Cameroun et comme principale revendication des employés, l'amélioration des conditions de travail ainsi que celle des salaires. Diapason, quant à lui, tire la sonnette d'alarme du côté de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, où le journal annonce de nouvelles menaces sur les bébés. L'hebdomadaire précise qu'entre autres maux qui entravent la sécurité des nouveau-nés dans cette institution sanitaire, l'on note le mélange des adultes malades et des bébés en maternité, le vol des médicaments, la fermeture intempestive de la pharmacie et la démission de certains personnels face à leurs responsabilités. Bonne nouvelle cependant dans le secteur des petites et moyennes entreprises, puisque le quotidien de l'économie révèle dans ce numéro du vendredi 22 mars 2013 que la Banque des PME a désormais obtenu son agrément. Cette institution nouvelle a pour mission d'appuyer et de participer au développement des PME et de l'artisanat. C'est donc un combat qui s'annonce victorieux. Mais qu'en est-il de celui mené par l'État dans le cadre de l'opération Épervier? La nouvelle vision annonce que Michel Thiriya-Tangana et ses réseaux tentent de dévoyer l'enquête instruite par Paul Biya. Selon le journal, la stratégie adoptée par le prisonnier franco-camerounais consiste désormais à faire chanter l'État du Cameroun et son président afin d'obtenir sa libération. La nouvelle vision rappelle par ailleurs que le Cameroun porte une dette d'environ 280 milliards de francs CFA vis-à-vis de certaines entreprises françaises dans le cadre de l'affaire Michel Thiriya-Tangana. Quel espoir de remboursement cependant lorsque le quotidien de l'économie révèle dans cette parution du jeudi 21 mars 2013 que la Société nationale de raffinage, la Sonara, a perdu 29 milliards de francs CFA en 4 années. Le journal précise que l'ex-directeur général Charles Metouk serait, selon le Conseil supérieur de l'État, responsable à lui seul de pertes évaluées à plus de 26 milliards de francs CFA. Une information qui vient remettre en question l'efficacité même des organismes camerounais de lutte contre la corruption, en particulier la CONAC. La Commission nationale anticorruption est-elle objective et incisive dans son combat? Comment expliquer d'aussi lourds détournements réalisés au fil de plusieurs années sans la réaction de la CONAC? La dite institution possède-t-elle réellement les moyens de sa politique? Ne zappez surtout pas, les réponses c'est tout de suite dans le cadre du débat de la presse, votre pèlerinage qui se poursuit sur Afrique Média, la télévision panafricaine. Voilà, on dit tout simplement merci à Cédric Mbonomo pour toutes ces questions qui nous mettent déjà dans le bain pour ce qui est du premier thème de cette émission, à savoir la lutte contre la corruption au Cameroun. La CONAC est-elle efficace? On le sait, à un moment donné, le Cameroun a été présenté par Transparency International comme étant le pays le plus corrompu au monde. Mais depuis, des efforts ont été fournis, mais on constate malheureusement que la corruption, cette véritable gangrène, continue donc d'envahir la société camerounaise à tous les niveaux, il faut le dire, de la présidence de la République jusqu'au marché du coin
il ne se passe pas 2 actions sans que la 3e ne soit engluée dans ce phénomène qui est donc la corruption. Alors la question est donc sur le plateau du débat La Presse de ce jour. La corruption au Cameroun est-elle endémique? Cela est-il une véritable malédiction? La question, je la pose à nos invités qui sont avec nous. Avant d'aborder la CONAC, chacun va nous dire en quelques mots comment est-ce qu'il évalue la corruption au Cameroun, comment est-ce que cela se manifeste-t-il. Nous sommes donc en direct de Yaoundé pour essayer de réfléchir sur la question. Alors, on va passer la parole à Jean de Dieu Aïssi, la corruption au Cameroun. Comment est-ce que vous la percevez aujourd'hui? On a des faits qui indiquent que malgré tout ce qui est fait jusque-là, le phénomène ne cesse de grandir et les corrupteurs ainsi que les corrompus ne cessent donc de multiplier d'ingéniosité pour essayer donc de faire avancer le phénomène au Cameroun. Comment vous trouvez le phénomène de corruption dans notre pays? Avec votre permission, je voudrais qu'on me pardonne de parler de la corruption et du détournement de deniers publics parce que cela est organisé dans notre société. Quand je l'ai dit, je n'y arrive pas, en tout cas, je n'arrive pas à faire la différence entre les deux. Donc, je vous les présente comme étant des faits organisés. Les faits organisés au nom de 2 critères. Le premier critère est celui du choix des politiques publiques. Lorsque certains Camerounais attendent qu'il y ait, par exemple, augmentation des salaires des fonctionnaires, ça ce n'est qu'un exemple, on vous fait valider des politiques publiques qui n'apportent rien pour la construction du pays. Tenez par exemple, organisation des indépendances, organisation de la réunification. Je n'ai rien contre, mais je veux vous faire observer que à travers ces politiques publiques, on gagne des marchés et certains Camerounais s'enrichissent. Lorsque vous restez tranquille chez vous, vous vous attendez que les structures, les institutions créées pour lutter contre la corruption vont vous donner des résultats satisfaisants. On vous informe quand même que la CONAC a publié quelques rapports et que les concernés ne sont pas inquiétés. Certains sont d'ailleurs candidats aux élections sénatoriales. On vous informe que l'AMP, l'Agence de régulation des marchés publics, au moment où vous attendez qu'on vous présente le résultat sur le terrain, on vous dit que cette agence venait de faire observer que 560 entreprises qui gagnent les marchés tous les jours ont des faux documents, ont les fausses quittances. Or, c'est le temps. C'est pour ça que vous m'avez demandé pourquoi est-ce que je porte le journal des projets. Ça, c'est le journal des projets de 2012. J'ai pris l'initiative de le lire. Et à la page 49, écoutez, moi je viens d'une communauté qui avait eu un ministre lors du régime de M. Aïdjo, qui a eu un ministre dans le régime de M. Bia. Celui-là est au 4e étage du sous-sol. Il s'appelait Olangnaono, il est en prison. C'est un peuple qui n'a jamais eu de gouverneur, jamais de préfet, jamais de sous-préfet, qui n'aura jamais de sénateur entre-temps. C'est un peuple qui n'a pas de député. Et donc, ce qui nous intéresse dans notre village, nous qui faisons un peu l'instrument de ces peuples, nous avons besoin de bénéficier des projets d'État qui relèvent du budget d'investissement public. À la page 49, pour ceux qui ont ces documents, vous allez à la page 49, je peux vous lire un ensemble de projets qui ont été programmés pour 2012. Ce projet, je vais vous lire à Ebebda, par exemple, les forages équipés, aller sur le terrain. J'ai compté comme ça environ 6 forages et un forage coûte 8 millions. Rien n'est fait sur le terrain. L'AMP n'en dit rien. Vous allez toujours à la même page. Vous allez constater que on a dit qu'il y aura entretien périodique du tronçon de route SA, pont de l'enfance, y compris le renforcement du pont de l'enfance. 2 rubriques. La première rubrique, c'est avec les ressources externes, 2 milliards. La deuxième rubrique, c'est avec les ressources internes, 3 milliards. Je voudrais vous informer que le pont de l'enfance, il y a eu renforcement de ce pont parce qu'il est sensible. Quand il ne passait pas, il fallait passer par le bac. Il a été inauguré comme vous savez très bien. Mais notez que le ministre des Travaux publics a publié maintenant, tout récemment, un document qui vous présente que les travaux publics sont un véritable
les marchés publics sont un véritable foyer de détournement des deniers publics et de corruption. On ne nous a jamais rien dit. Allez sur le terrain, vous trouverez que cette route est dans un état macabre et même piteux. Lorsque vous faites donc le bilan, ça c'est le journal des projets. Prenez-le, commencez à la première page jusqu'à la dernière page. C'est ça qui devrait intéresser la structure qu'on appelle l'agence de régulation des marchés publics. Maintenant, vous êtes surpris qu'on vous dise que l'agence de régulation des marchés publics vous parle des faux papiers, des fausses quittances, des entreprises qui gagnent pourtant des marchés, alors que vous savez très bien que pour aller gagner des marchés, il devrait avoir vérification et authentification des documents demandés. Vous comprenez, il y a donc de l'absurde, il y a donc l'incompréhension et donc l'insatisfaction, et c'est en cela que je chute en disant que j'ai la conviction que les peuples avaient connu, ils ont eu une élite conquistadora, c'est-à-dire une élite qui a conquis le monde, une élite industrielle, scientifique, technologique, avant d'avoir l'élite compradora. Mais nous, on a eu une élite fils de paysans comme moi, malheureusement, qui ne connaît pas la scientificité, qui est entrée directement dans l'aliénation, et donc dans ce que j'appelle une élite robadora. Robar vient du mot espagnol qui signifie voler. Une élite voleuse, une élite amusante. Et c'est ça la cause de la corruption. C'est ça, la corruption n'est pas encore... on ne peut pas attaquer la corruption alors que vous avez une élite. Le problème du Cameroun, c'est son élite. Alors, Souley, le problème du Cameroun, c'est son élite et la corruption ne peut pas finir. Et lorsqu'on sait que cette élite est pour la majorité dans, n'est-ce pas, l'arène du parti au pouvoir qui est le RDPC, ça devient plus compliqué. Donc c'est le régime qui entretient la corruption. Le régime entretient la corruption. C'est pour ça que le RDPC ne peut pas faire, ce régime ne peut pas faire le procès de la corruption. Parce que ceux qui sont chargés, n'est-ce pas, de lutter contre la corruption ou bien de mettre en place les mécanismes de lutte contre la corruption, bénéficient, tirent avantage de la corruption. Donc vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de se tirer une balle sur la cheville. Ce n'est pas possible. On reste forcément dans les discours. Depuis qu'on parle de lutte contre la corruption, est-ce qu'on vous a sorti le programme de lutte contre la corruption? Le président bavarde. Dans son propre parti, l'élite bourgeoise, sable du champagne, quand le président dit que la lutte contre la corruption va progresser en s'intensifiant. Mais je vous prends au RDPC. Pour entrer, pour être membre du bureau politique, on paye, donc on corrompt. Pour être membre du comité central, on paye, donc on corrompt. Ce n'est pas de moi, hein, on a vu. On a montré comment est-ce que les hommes d'affaires manipulent. Il y a même des gens qui sont allés dire que, mais attends, moi j'ai payé pour être membre du comité central titulaire, mais je suis membre suppléant. Maintenant, pour être député, on corrompt, on paye. Et surtout que dans le RDPC, il y a quelque chose d'antidémocratique qu'on appelle l'investiture. C'est-à-dire que la base peut choisir qui elle veut, qui est populaire, mais au niveau du secrétariat du comité central, on peut te mettre de côté, on investit qui on veut. Vous avez vu un peu avec sénateurs, on paye. La preuve, c'est qu'on s'est retrouvé avec des choses extrêmement compliquées qui aujourd'hui, n'est-ce pas, nous le disions tout à l'heure, que voilà des gens qui veulent être sénateurs, mais qui n'ont même pas signé la déclaration sur l'honneur. Et l'autre chose, c'est que comment vous pouvez lutter contre la corruption alors que j'ai envie de dire, les structures qui sont mises en place pour lutter contre la corruption ne fonctionnent pas en synergie. Vous avez le président de la République qui dit qu'il lutte contre la corruption. Vous avez la CONAC qui lutte contre la corruption. Vous avez le Conseil des disciplines budgétaires et financières qui lutte contre la corruption. Vous avez la justice qui lutte contre la corruption. Et vous avez de temps en temps les libertés que prend le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour lutter contre la corruption. Quelle est l'harmonisation, n'est-ce pas, de ces structures dans la lutte contre la corruption? Il n'y en a pas. Ça veut dire que comment est-ce qu'on déclenche les mécanismes de lutte? Et lorsqu'on sait qu'à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui sont privés de liberté, envoyés à la maison d'arrêt, aux maisons d'arrêt, et qu'il y a les délits de droit. Parce que c'est quand ils sont déjà là qu'on commence à composer le dossier. Et lorsqu'on sait
aussi qu'on nous a parlé de détournement, de remboursement, de telle chose. Il y a des gens même qui ont remboursé, qui n'ont pas été libérés. Alors, il y a un flou total qui laisse croire que la corruption, il n'y a pas encore, ce n'est que le discours. Regardez bien comment on est nommé. Aujourd'hui, hein, si vous n'êtes pas dans des sectes, si vous n'êtes pas dans certains ordres, vous n'êtes pas nommé. Ou alors, pour être nommé, il faut payer. On paye à tous les niveaux. Et ce qui est très grave, c'est que nous avons aujourd'hui, la corruption a fortement gangréné notre système social. Au point où même les fœtus sont déjà contaminés. Ils sont déjà contaminés par la corruption. Mais là, c'est assez préoccupant. C'est extrêmement grave. Est-ce que vous savez que nous, sur le terrain, on a trouvé des parents en train d'acheter une place, n'est-ce pas, en 6e. Des parents qui ont donné de l'argent à leur enfant du coup moyen d'aller donner à tel professeur pour avoir une place. C'est-à-dire pour aller en 6e, c'est dans les 10 ans, 11 ans. Vous comprenez? Alors cet enfant-là, qui sait qu'il a donné l'argent au proviseur, ou alors au chef d'établissement, qui peut être le directeur d'un CS, pour avoir une place. L'école fout le camp. Et c'est pour ça qu'on a perdu même le système éducatif congolais. Donc, je crois qu'on resterait là même pendant une semaine à parler de corruption. On n'en finira pas. C'est extrêmement grave. Et moi, je l'avais déjà proposé, en attendant qu'on continue, c'est que il faut revenir, il faut un traitement de cheval. La loi du talion. Je vous assure, si on, j'ai envie de dire, si on tranche à la machette certaines personnes, n'est-ce pas, coupables de corruption, on ne peut pas trancher la tête. Comme le faisaient les islamistes au Mali. Qu'on les rende, c'est-à-dire manchots, on te perce l'œil aveugle ou c'est sur cela, vous allez voir, ça va reculer. Donc il faut un traitement de choc. Mais sinon, ça va rester tout simplement un discours. Alors Thierry, avec ce tableau qui vient d'être peint par Jean de Dieu et Soulé, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on comprend pourquoi la CONAC n'est vraiment pas efficace dans son action dans le cadre de la lutte contre la corruption? Est-ce que cela peut s'expliquer? Ou alors c'est la CONAC elle-même aussi qui est engluée dans le même système? Non, mais je ne sais pas pourquoi on focalise sur la CONAC. La CONAC n'est pas la... Oui, mais ce n'est pas la seule structure qui est en charge de la lutte contre la corruption, à ce que je sache. Monsieur Soulé vient, par exemple, de citer le ministère de la Justice, qui est impliqué. Le Conseil supérieur de l'État est impliqué. Vous avez des structures telles que la NIF et j'en passe. Pour dire que, de toutes les façons, le problème de la corruption, à mon humble avis, est devenu un problème national. Nous attendions depuis, et d'ailleurs on continue à l'attendre, une loi votée à l'Assemblée nationale pour combattre la corruption. Je crois que les pouvoirs publics sont sensibilisés par les organisations internationales à cet effet, mais le sommet de l'État continue à freiner des 4 fers. Beaucoup d'indicateurs montrent qu'en adoptant une loi contre la corruption, on aura avancé. Mais je voudrais, dans le sujet de la corruption, dire que la corruption est devenue également un phénomène non seulement social mais culturel. C'est très compliqué au Cameroun de parler de corruption. Parce que autant on peut jeter la pierre à ceux qui sont aux affaires et qui gèrent des budgets, autant également nous pouvons regarder regarder comment ça fonctionne au quotidien. M. Soulé vient de dire tout à l'heure que l'enfant du cours de l'école primaire sait déjà qu'il peut acheter une place pour passer en classe supérieure. C'est de la corruption. Vous allez au marché, la vendeuse d'arachide qui doit vous servir une mesurette a pris le soin de casser, de réduire la mesurette qui est généralement en aluminium en modifiant la contenance. C'est de la corruption.
La corruption, je veux dire que c'est devenu une pieuvre, une gangrène qui est partout. Ces enseignants qui attribuent des notes sexuellement transmissibles dans les écoles. Et la corruption, elle est partout. Alors, autant nous avons un regard braqué sur le politique, parce que c'est par lui que ça devrait commencer. C'est lui qui doit prendre les mesures fortes. Autant nous devons également nous-mêmes, dans nos familles, à l'école, dans la rue, au marché, adopter un comportement citoyen qui va dans le sens de la lutte contre la corruption. Les partenaires occidentaux nous ont apporté ce qu'on appelle le programme SHOP, changer de comportement en s'opposant à la corruption. Cela a semblé anodin, mais je vous assure, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Et il faut qu'on le comprenne. Nous tirons à boulet rouge sur le gouvernement. C'est eux, c'est parce qu'ils sont aux affaires, c'est vrai, mais il faut que le peuple lui-même se mette dans un état d'esprit de bataille, de combat contre la corruption. Donc, vous pensez qu'il faut une prise de conscience collective? Il faut une prise de conscience collective et de toutes les façons. La révolution de 1789 en France, elle ne s'est pas faite par la tête, elle s'est faite par le bas. Et ceux qui payent les pots aujourd'hui, les pots, c'est d'abord le petit peuple. Parce qu'il y a la petite corruption qui se vit au niveau du petit peuple. On peut la négliger, même si on la dénonce, mais les manquements de nos dirigeants, c'est nous qui payons, nous le petit peuple. Et donc ce petit peuple doit prendre en main son destin. D'abord en s'opposant à la corruption, mais également en demandant des comptes. La corruption, elle est partout, elle est électorale, M. Soulé l'a dit. Elle est économique, elle est sociale, elle est culturelle. Finalement, on est englué dans un monde. On l'a partout, la corruption au Cameroun. On va permettre également à Joseph Atangana Zanga de pouvoir s'exprimer sur la question de la corruption. C'est vrai que tout ce qui est dit sur ce plateau est suffisamment inquiétant au point où de penser que le Cameroun est peut-être maudit par rapport à cette affaire et qu'il faille un changement de régime puisque tout semble venir de là. Non, je ne voudrais pas parler du changement de régime ici. Je pense que M. Thierry Ndong a dit quelque chose de très important. Nous tous, nous devons être les acteurs dans le cadre de la lutte contre la corruption. Mais il y en a quand même qui sont désignés pour lutter contre la corruption avec des budgets qui sont votés pour servir à lutter contre le phénomène. Et quand on se rend compte, par exemple, que des structures qui ont été mises en place pour lutter contre la corruption sont elles-mêmes sujettes à beaucoup d'accusations avec des choses qui se passent de manière peu orthodoxe. Il y a échec de la politique de gouvernance au Cameroun. Nous n'avons pas une bonne politique de gouvernance qui nous permet de faire asseoir une véritable stratégie de lutte contre la corruption. Parce que dans des années avant de créer la CONAC, on a parlé de la création des cellules de lutte contre la corruption dans des ministères. C'est des bureaux où les gens mangent les arachides comme on venait de le faire et prendre un pot. C'est de ça qu'il s'agit, de lutter contre la corruption. Maintenant, avec la pression internationale, il a été créé un certain nombre de structures, la NIF, la CONAC, avec, je ne sais pas, une légèreté dans la mise en place, parce qu'on a le choix aussi des hommes. Parce que dans cette stratégie, il y a le choix des hommes. Nous parlons de, M. Soulé parlait du RDPC, tous les partis sont dans la corruption. Il n'y a pas seulement le RDPC, même la société civile est dans la lutte, dans la corruption. Personne n'est épargné de ce fléau. Mais il faut quand même une synergie d'action pour qu'on puisse atteindre au moins un quart de résultat. Parce qu'on ne peut pas parler de corruption si nous-mêmes acteurs, citoyens, nous ne sommes pas d'abord conscients que nous devons lutter contre cette corruption. Maintenant, il faut mettre en place une action de déploiement sur le terrain. Parce qu'il a parlé, M. Jean de Dieu a parlé d'un problème de marché. Véritablement, c'est la foutaise là-bas de ce côté. Parce que vous parlez de votre village. Il y a certaines localités où on a attribué 50, 15, 10 marchés, mais 2 sont réalisés. Je vais vous prendre le cas, par exemple, il y a des départements comme le Nyon-Isso. Vous allez arriver là-bas que le maire et le député ne s'entendent pas sur le dispatching des marchés parce que l'autre dit tu n'as pas réalisé le marché, l'autre dit maintenant les préfets, les administrateurs, ceux qui sont en charge de réguler l'administration sont aussi des acteurs parce que pour gagner un marché dans une zone, si vous ne donnez pas l'enveloppe
au président de la commission, le marché ne passe pas. Moi, j'ai assisté maintes fois dans les commissions de passation de marché. D'abord, vous voyez un zinzin qui arrive là et qui, de temps en temps, au téléphone avec des membres du gouvernement, les DG, il reçoit des coups de fil, des SMS et il donne des marchés à qui il veut. Maintenant, ceux qui viennent représenter l'ARMP et autres, ils vous disent non, le dossier là, oh, ils ouvrent. Après, ils vous disent non, c'est un bon dossier, il faut le placer. C'est un peu ça que nous vivons dans le système des marchés publics au Cameroun, au niveau du système éducatif. Mais là-bas, c'est la mort. Vous ne pouvez pas mettre les pieds de ce côté. Tous les jours que Dieu a créé, les enfants vous demandent 50 francs, 100 francs, 50 francs, 100 francs. La maîtresse a dit qu'elle veut les œufs, elle veut le maïs, elle veut tous les jours que Dieu a créé. Mais vous voulez que nous arrivions où avec cette... Est-ce que c'est encore le gouvernement ça? Tous les jours que Dieu a créé. Maintenant, au niveau du sport, voyez-vous ce qui se passe dans le sport aujourd'hui. Donc c'est dans tous les secteurs. Nous devons plutôt prendre conscience et nous devons se mettre ensemble en dehors de voir les structures du gouvernement, mais mettre en place une politique de la société civile qui est très efficace et qui peut mettre en place une stratégie de lutte contre la corruption. C'est vrai que vous avez un peu... oui, Jean de Dieu voulait... oui, on va prendre une réaction en quelques mots et puis Jean de Dieu va également réagir. Je voulais dire que je refuse d'être naïf comme... Joseph Atanganazanga. Je pense que lui, il est au bas de l'échelle de la perception de la corruption. On a décrié ça, mais s'il vous plaît, ne nous dites pas que c'est tout le monde. Il y a quand même un parti qui est au pouvoir depuis 28 ans. Je crois que demain, le RDPC célèbre ses 28 ans de pouvoir. Il y a quand même un parti, s'il vous plaît, monsieur Eya. Quand vous allez interviewer quelqu'un, vous dites que vous êtes de la télévision, il attend voir une caméra qui est le déclencheur des hostilités. S'il n'y a pas la caméra, il pense qu'il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de passage à la télé. Donc, si le RDPC ne donne pas le là, comment voulez-vous dire que... Donc, ça veut dire, moi aussi, je suis responsable. Il y a des gens qui sont obligés, n'est-ce pas, d'assumer, de subir la corruption, bénéficiant de la présomption de bonne foi. Parce que vous arrivez à un endroit où vous avez votre malade à l'hôpital. Moi, je me souviens, Jean de Dieu a ici et là, lorsqu'il y a, je crois, 2 ou 3 ans, il a été victime d'un accident de circulation. Nous sommes arrivés à son chevet. Il y avait une femme là qui était dans une mare de sang. On a écrit un papier, on a mis là, où est sa famille? C'est-à-dire qu'il fallait débloquer les premiers soins. Alors, si vous êtes dans une situation comme celle-là, vous êtes obligé de corrompre. C'est parce que sinon, si vous ne le faites pas, c'est lui qui dirige, mais bien sûr, la promotion des cadres, c'est systémique. Telle chose, c'est responsable sur certaines déclarations. S'il vous plaît, vous aviez la parole tout à l'heure, je vous ai pas coupé. Ce que je voudrais dire, ce n'est pas tant de dire que le RDPC, au sein du RDPC, il y a des hommes. Je dis que c'est le parti au pouvoir qui doit donner, n'est-ce pas, le là. Puisque la corruption est devenue comme une hydre. Mais le chef de l'État a quand même fait arrêter ses collaborateurs. J'ai dit bien, la corruption est devenue le ndjoundjou. Et le ndjoundjou fait peur aux enfants. Arrêter les cadres, c'est quoi? Vous croyez que c'est ça? Au départ, on a arrêté des gens et on a pensé que le peuple voulant du sang, il faut lui en donner. Mais aujourd'hui, le peuple s'en fout des arrestations. On voudrait qu'on rapatrie les fonds qui ont été détournés. Le tribunal criminel spécial est arrivé, n'est-ce pas? Il a été créé parce qu'on voulait quand même qu'il facilite le rapatriement des fonds. Mais il y a même des gens qui payent et on ne connaît pas leur sort. C'est pour dire que, monsieur Zanga, vraiment, je vous respecte bien, mais j'ai dit, il faut que ça parte de quelque part. Qu'on punisse les corrompus, qu'on voit comment ils sont en train. C'est pour ça que j'ai proposé qu'il faut les trancher. N'est-ce pas? Là, c'est trop fort, il y a les droits de l'homme. Non, c'est quoi les droits? Monsieur Eya, oui. Vous parlez des droits de l'homme. À un moment donné, pour faire certaines révolutions, on met en ballottage défavorable les droits de l'homme. Je vous prends un exemple simple. Les droits de l'homme parlent quand vous êtes agressé, quand les bandits arrivent chez vous.
ils violent votre femme, ils violent vos filles, en réalité, ils vous soutient tout l'argent, et parfois même, ils vous frappent de coups de machette. Et vous pensez que si on attrape ce gars-là, et qu'on le lynche, ça veut dire que c'est mauvais, et que vous allez parler des droits de l'homme. Les droits de l'homme, allez aussi les enseigner aux bandits. Les corrupteurs, la corruption, c'est quoi? C'est des bandits. Puisqu'ils sont en train de spolier la population, ce qui doit nous revenir des droits, est détourné pour d'autres objectifs. Pourquoi est-ce que nous devons rester en marge de la société? Et puis je voudrais aussi, pour lutter aussi efficacement contre la corruption, il faut améliorer le système de vie de certains Camerounais. Vous ne pouvez pas percevoir 50 000 francs de salaire et penser vivre dans une ville comme Yaoundé. Forcément, vous accédez à la tentation de la corruption. Donc, il y a un ensemble de mesures qui doivent être prises en compte. Jean de Dieu va réagir très rapidement parce qu'on va faire un dernier tour de table très rapide pour proposer des solutions pour sortir, si jamais on peut sortir de cette situation, parce qu'avec le tableau qui est peint, c'est assez inquiétant quand même. Jean de Dieu. Le tableau ne devrait pas nous inquiéter. Et je marche sur les brisées de M. Soulé pour dire que le problème du Cameroun, c'est l'élite et il faut sanctionner. Peut-être lui, il parle du RDP, c'est parce qu'effectivement, il voit la tête de l'élite. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut convoquer l'élite. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de sanction au niveau de la corruption quand même? Non, mais quand écoutez, vous avez tout un ancien Premier ministre, des secrétaires généraux, des directeurs généraux qui sont arrêtés, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de sanction? Monsieur, la sanction, ce n'est pas envoyer les gens en prison. Vous savez que si on prend le principe de la prison, il y a beaucoup de cadres de l'élite bourgeoise qui vont être tous envoyés en prison. Donc, on devrait même transformer les maisons en prison. Permettez-moi, acceptons même que la prison est une sanction. Lorsque vous avez un document comme celui-ci qui circule dans le net et que certains sont sanctionnés et d'autres ne le sont pas, ça pose un problème. Ça pose un problème de justice. Le contrôle supérieur de l'État nous avait parlé des personnalités qui ont dirigé la CRTV et ceci et cela. Ils sont pas inquiets, elles ne sont pas inquiétées, ces personnalités. Il y a certaines personnalités qui sont dans cette même liste, qui ne sont pas inquiétées, qui sont en poste. Vous comprenez? En fait, il s'agit de quoi? La véritable raison, quelqu'un voudrait le dire, que la corruption est même mondiale. Nous sommes d'accord que le capitalisme qui nous envahit, c'est avec des corruptions. Il y a des rubriques qu'on appelle relations publiques. Ça témoigne corruption. Mais le problème, réduire l'intensité de la corruption chez nous, c'est connaître le bien et le mal. Nous n'avons pas de code métaphysique, code idéologique, encore moins code éthique. Pour parler plus simplement, notez que tout ce qu'on a comme mesures, c'est des mesures cosmétiques, c'est des gesticulations contre-productives pour l'État. La preuve, lorsque vous êtes lucide, vous ne connaissez plus le bien, vous allez à la rue, vous partez de Mvorada pour l'Omnisport, vous allez trouver environ 350 bars qui fonctionnent de jour comme de nuit. Ça suffit que si vous choisissez de boire de l'eau, on considère que vous n'êtes pas normal. Vous êtes malade, votre tuyau serait cassé. Voyez-vous? Donc il faut boire. On a tout perdu. On n'a plus de valeur. Il faut faire tout pour convoquer justement l'élite à la résurrection des valeurs éthiques. Il faut faire tout pour sanctionner comme... Vous avez peut-être raison de croire que M. Soulé est extrémiste, mais je pense qu'il faut sanctionner avec justice, avec lisibilité, avec sincérité. Il faut le dire à ceux qui nous gouvernent. Vous comprenez ça? Le choix des politiques publiques, je l'ai dit à l'introduction, au lieu d'augmenter les salaires des Camerounais, on a organisé ce que j'appelle les familles du régime. Il y a des privilégiés, et vous parlez des statuts particuliers de certains corps. Pendant ce temps, d'autres mangent le pain noir. Vous partez du choix des politiques publiques. Vous commencez à privilégier des choses pratiquement folkloriques. La célébration des indépendances. Vous n'êtes même pas indépendant, ni monétairement, ni économiquement, ni technologiquement. Vous n'êtes pas indépendant. Vous célébrez ça pour donner, n'est-ce pas, des marchés publics aux pontes du régime qui en gagnent ce marché et sont bougrement riches. En fait, nous notons tous que notre élite est à la course effrénée des argents, de la gloire et des pouvoirs. Il faut que cela cesse. Il faut une révolution intellectuelle pour que nous parlions d'un pays
Et donc ça, c'est des caractéristiques des petits pays. Je vois Thierry, je vois Thierry donc esquisser un sourire. Est-ce que ce que dit Jean de Dieu est amusant ou alors c'est suffisamment grave au point où ça suscite en vous ce sourire? Non, je crois qu'on est dans un débat et il est pertinent dans sa position, analyse, dans son analyse. J'aimerais à la suite de ce qu'il a dit et en addition, tout en partageant ce qu'il vient de développer, je voudrais dire que tout est entre les mains du peuple. Donc il faut une révolution du peuple. Oui, l'élite a sa part de responsabilité, c'est vrai, mais je crois que, et je ne fais que le dire, en 1789, quand le peuple français en a eu marre de ce qu'on appelait à l'époque la royauté, on a vu ce que ça a donné. Et j'ai confiance en ce peuple qu'on est en train de pousser dans ces derniers retranchements. Je crois que nous sommes en train d'atteindre le point de non-retour. Mais je voudrais, avant peut-être qu'on atteigne ce point de non-retour, dire aussi à ce peuple que tout est entre ses mains. Demain, quand il faudra élire les dirigeants, n'acceptez pas la corruption électorale. Parce que tout part de là. L'élite que nous dénonçons aujourd'hui, c'est nous, le peuple, qui la propulsons aux affaires, d'une façon ou d'une autre. On me dira parfois, on me dira peut-être que nous n'avons pas les moyens, nous sommes fébriles. Mais cela se passe souvent dans la corruption, puisque oui, mais le peuple est souvent, comment je peux dire, le peuple est souvent témoin de cette, participe même souvent à cette corruption électorale. Donc, il faut le comprendre, les maux que nous vivons aujourd'hui sont la conséquence de nos actes antérieurs. Alors, vous parlez de solutions. Il faut embrayer avec j'ai dit, tout est entre les mains du peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ce peuple comprenne que en élisant, en faisant une mauvaise élection, il est en train lui-même d'hypothéquer son avenir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, nous les avons choisis parce qu'ils nous ont peut-être corrompus, nous avons accepté. Et quand ils arrivent aux affaires, ils n'ont à cœur que de se remplir les poches. Et nous sommes comptables. Et nous sommes finalement comptables. Nous subissons. Nous n'avons nos yeux que pour pleurer. Donc, il faut que le peuple prenne en main son destin. Qu'il arrête de prendre du bétail et qu'il arrête d'être du bétail électoral. Qu'il fasse entendre vraiment sa voix en s'opposant à la corruption électorale. Voilà un départ. Quand nous aurons les dirigeants que nous avons véritablement choisis et qui sont au service du peuple, nous aurons résolu peut-être à 50% le problème. Voilà, Thierry l'a dit. Alors, Joseph Atangana, comme solution à ce problème, qu'est-ce qu'on peut préconiser? Il faut mettre une synergie d'action. Une synergie d'action. Une synergie d'action. Il a parlé du peuple, mais il faut pouvoir structurer ce peuple-là. Il faut que les gens soient quand même dans des organisations, soient quand même, et puis qu'on puisse sensibiliser la base, hein, le foyer familial, là, le noyau familial. Donc le combat doit commencer au niveau de la famille. Oui, parce que si vous ne sensibilisez pas à partir de vos enfants, vous pensez que ce sont les dirigeants qui viendront sensibiliser vos enfants, ou bien le RDPC qui viendra sensibiliser vos enfants. Donc je pense que des repères. Non, il faut partir de la base. Chacun a une famille. Et c'est à partir de nos familles qu'on doit sensibiliser. Il a donné une bonne solution. Mais il faut mettre une synergie d'action. Même dans le milieu de la communication, il y a de la corruption. Il y a de la corruption partout. Bien sûr, on a dit ça que existe ça partout. Donc il faut que nous tous, ensemble avec le gouvernement, qu'on se mette ensemble. Parce que personne n'est sain. Dans la vie, chacun quand même pose un acte. Je dis dans la vie même depuis le bas âge. Vous n'allez pas me dire que... Même inconsciemment. Oui. Donc, il y a des gens, depuis leur bas âge, qui partaient voler le manioc. Hein? Mais, à un certain niveau, ils ont commencé à s'améliorer. Donc, on ne veut pas dire aujourd'hui que c'est le RDPC qui... Le RDPC, non. Même dans les partis politiques d'opposition, on voit la corruption.
Ok. Hein? Donc il faudra... On vous a compris. Donc, monsieur, monsieur Soulé, on est à l'étape des conclusions. Donc je dis, il faut qu'on mette en place une synergie, une véritable synergie d'action. Par exemple, en sensibilisant les citoyens par les médias, en sensibilisant les citoyens par des églises. Il y a beaucoup d'actions qu'on peut mener et il peut y avoir une solution. Donc vous pensez que cela n'est pas suffisamment fait. Alors, Soulé, solution? Je que, si j'adhère, n'est-ce pas, avec lui au fait que toutes les strates de la société doivent être impliquées et mises en mouvement pour lutter contre la corruption. Mais il faut qu'il admette avec moi que le parti au pouvoir, c'est-à-dire le président de la République appartient à un parti, il doit être sensibilisé. Le président de la République, nous invitons le président de la République à se saisir réellement du problème de la lutte contre la corruption et à donner à certaines structures des moyens efficaces et offensifs pour lutter contre la corruption. Par exemple, la CONAC doit avoir un pouvoir de sanction. Ce n'est pas seulement produire un rapport. Et quel est le suivi? Il y a eu déjà 2 rapports de la CONAC. Est-ce que vous pouvez me dire ce que sont devenus les gens épinglés par la CONAC? Personne ne le sait. Il y a eu des gens, ici le disait tout à l'heure, épinglés par le Conseil de discipline budgétaire et financière. Combien sont passés, n'est-ce pas, dans les mailles de la justice, hein? Combien ont été tolérés? Combien circulent? Et à un moment donné, ça a donné l'impression que c'est ceux qui ont exprimé les démangeaisons pouvoiristes qui sont allés en prison. C'est pour dire que le président de la République doit se saisir de la lutte contre la corruption et qu'il faut mettre en place une véritable structure de coordination des actions de lutte contre la corruption. J'ai indiqué tout à l'heure qu'il y a plusieurs structures qui chacune revendiquent de lutter contre la corruption. Mais la Cour des comptes. Il faut mettre en place une structure qui doit rendre compte, par exemple, tous les 3 mois au peuple. Dire que voici ce qui résulte, n'est-ce pas, des actions que nous avons menées. Voici les propositions de sanctions. Et si c'est avéré, qu'on les mette immédiatement en place et que les corrompus soient punis avec beaucoup de sévérité et de fermeté. Ce n'est que comme ça que les uns et les autres vont comprendre. Et je pense que la société va se régler toute seule. Lorsque l'enfant qui sait que les corrompus, corrupteurs comme il y a le corrupteur et corrompu, sont traités avec autant de rigueur, autant de fermeté, l'enfant va se réajuster tout seul parce qu'il va commencer à craindre le djundjou. La peur du gendarme étant le début de la sagesse, dit-on très souvent. Alors, Jean de Dieu a ici, en conclusion, que faut-il faire en quelques mots? Je note que tout le monde est d'accord que nous sommes sous l'impérialisme de l'argent, c'est-à-dire que nous voulons tous et nous aimons tous ce qui est visible comme richesse. C'est ça qu'on appelle richesse. Et nous convoquons l'élite davantage parce que nous sommes tous conscients que notre élite, elle est impérialisée spirituellement. C'est pour ça qu'elle est aliénée. Lorsque nous l'avons dit, nous avons besoin, pendant que nous posons les problèmes, des contenus des enseignements, vous allez vous retrouver quand même avec des bonhommes qui soient de l'office du baccalauréat, qui vous prennent l'école primaire, les coccinelles, parlaient d'étudier et le compare à l'école primaire des Bomzout, de mon village. C'est-à-dire que vous prenez le collège François-Xavier Vaughan, le collège de la retraite, vous prenez les collèges, les grands collèges qui sont structurés, vous les comparez au lycée d'un collège Bassimi ou au lycée de Bélé, au lycée où il n'y a pas ni infrastructure, ni structure, ni ressources humaines nécessaires. Vous comprenez, quand vous prenez donc ce Macabo, Ignam, etc., vous mettez dans un même panier. Les établissements publics ne peuvent pas ont déjà une ambition collective, alors que les établissements à but lucratif ont leur système de recrutement sélectif, ont leur système d'encadrement pédagogique et disciplinaire bien organisé, ont leur système de fonctionnement et d'évaluation bien structuré, et on va les mettre dans un même panier. Vous comprenez? Vous parlez du dernier classement. Il faut être Camerounais pour faire ce genre de classement, parce que je suis allé
honnête, j'ai réinterrogé les sites diplomatiques. Il n'y a pas un tel classement nulle part au monde. Le seul classement qu'il y a au monde, c'est le classement des universités qui est initié par la Chine parce que la Chine voudrait solliciter des universités dans le monde occidental où ils peuvent envoyer leurs enfants aller voler le feu, aller voler la technologie et pouvoir compétir. Donc, les contenus des enseignements qui sont les nôtres. Nous enseignons la Mésopotamie à nos enfants, ça n'existe nulle part au monde. La fougère, etc., ça ne nous sert à rien. Il faut mettre dans les contenus des enseignements les problématiques de corruption, les problématiques du respect du patriotisme, les problématiques de l'intérêt général. Et maintenant, orienter ces enfants à de nouveaux, comment dire, aux enseignements qui peuvent permettre l'auto-emploi, la création des emplois pour se nourrir. Et je chute par là. J'ai dit à l'introduction que moi je sors d'un peuple, c'est pour ça que je ne parle pas beaucoup de politique, d'un peuple qui a eu un ministre mort au régime d'Aïdjo, un ministre au 4e étage du sous-sol au régime de Biya, donc c'est fini comme ça pour nous, qui n'a jamais eu de gouverneur, jamais de préfet, jamais de sous-préfet. C'est un peuple qui n'a jamais eu de député. Ah oui, avait eu un député il y a très longtemps. Ambassadeur aussi. Et ambassadeur Manguissa, je ne pense pas. Donc, c'est un peuple qui ne parle pas politique, mais c'est un peuple qui revendique, n'est-ce pas, le choix des politiques publiques qui vont servir à tous les politiques publiques qui peuvent servir à l'intérêt à tous les Camerounais. Voyez-vous? Donc, vous notez que chez nous, on privilégie les marchés publics qui vont enrichir les familles des régimes. Donc, il y a tellement de choses à faire. Il faut réinterroger la gouvernance nationale, comme le disait déjà Soulé, avec toute la sévérité, même si parfois, moi, j'ai raison de convoquer également la gouvernance internationale qui est essentiellement anthropophage. Et qui elle-même est aussi corrompue. Avec un capitalisme brutal, violent, qui vous amène des sociétés. On vous dira que Viettel a donné ceci. 3 jours après, vous vous retrouvez. On vous dira que pour faire quoi? Pour faire la biométrie, on a donné ceci là-bas et là-bas. Et ce ne sont que des faits qui sont suffisamment importants. Voilà, c'est donc assez inquiétant au Cameroun avec toutes ces structures qui ont été mises en place. On a tout un ministère des marchés publics qui vient d'être créé au Cameroun et qui commence à faire un peu son travail puisqu'il y a un tronçon d'une route qui doit être repris du côté du sud-ouest, si je ne m'abuse. On espère tout simplement que des moyens beaucoup plus adéquats seront donnés à toutes ces structures qui doivent faire le travail qui est de lutter contre la corruption. Au Cameroun, on va sortir de ce thème en lisant quelques messages. Nous, jeunes qui soutenons Charles Ateba Yéné, n'allons plus voter pour le RDPC si le président ne valorise pas la jeunesse et continue de soutenir les pillards. Bon, c'est un message qui vient de Ghislain Nouté. Quelle différence faites-vous entre la CONAC et le contrôle supérieur de l'État? Les deux ne font-ils pas le même boulot? La question est de Francis Ekwa depuis Douala. Lutte contre la corruption, ceux qui accusent les voleurs que je ne disculpe pas ont commencé par la fin. À quand l'application de l'article 66 de la Constitution? Serge est donc celui qui signe ce message. Le laxisme du pouvoir judiciaire camerounais n'aide pas la CONAC. Je doute de la transparence vu les détournements qui accruent chaque jour qui passe. C'est donc Diani qui envoie ce message depuis Douala. Comment un citoyen qui corrompt pour faire partie de la CONAC peut-il lutter contre la corruption? La CONAC devrait être dotée d'un organe juridique indépendant. C'est un message qui a été lu par erreur puisqu'il n'est pas signé, mais il pose quand même la question de savoir comment quelqu'un qui corrompt pour entrer à la CONAC peut lutter contre la corruption. Et pour preuve, on a des agents de la CONAC qui se présentent lors des assemblées générales des élections dans les fédérations. Quelqu'un qui vous dit « je suis de la CONAC », peut-être qu'il espère qu'à la fin, on va lui tendre une enveloppe. C'est pour cela d'ailleurs qu'il n'y a aucun rapport qui est venu de la CONAC dans ces élections où se passent des choses et d'autres. C'est donc la corruption ne finira jamais car le poisson pourrit par la tête. S'il faut la combattre, il va falloir couper la tête de ce poisson. Suivez mon regard. C'est Guy Ferguson qui envoie ce message depuis Yaoundé.
Il indique que quelque chose doit être fait depuis la tête du Cameroun. Le régime du renouveau a institutionnalisé la spoliation de la fortune publique. Il n'y a pas une seule administration où les dirigeants, par le canal des marchés publics, détournent des milliards via des marchés non exécutés, mais payés comme le dit Jean de Dieu à ici. C'est un message qui vient donc de André depuis le quartier Biyémassi. C'est ici même à Yaoundé. On est tous donc d'accord sur ce plateau que la corruption est une véritable gangrène, une véritable épine dans le pied du Cameroun et que tant que ce phénomène ne trouve pas de solution adéquate, importante et forte, on risque de ne pas atteindre l'émergence d'ici à l'horizon 2035, comme le souhaitent les dirigeants de notre pays, et que des structures telles que la CONAC devraient plutôt accentuer leur travail sur le terrain, adopter des bonnes politiques avec des hommes qui soient capables de lutter efficacement contre la corruption. La CONAC ne peut être efficace. L'Assemblée nationale a couvert et aidé Ambassadeur à fuir après un vol. Bon, c'est quand même un message qui tombe comme un cheveu dans la soupe. C'est Paul Limbo. Salut, Monsieur Soulé. La loi concernant le Sénat veut qu'il faut être d'origine camerounaise, contrairement à la loi de députation, d'où on peut obtenir la nationalité. Je pense que vous l'avez d'ailleurs mentionné, qui a écrit sur le problème de nos hôpitaux sans scanner et on dépense pour le Sénat qui ne va pas nous servir. Bon, c'est un message qui vient de Madame Dada depuis Mbalmayo. C'est dans la région du centre. La corruption ne peut être vaincue sans une véritable volonté politique. Le RDPC est le seul responsable des maux qui minent notre société. Quoi, Mokodo Olivier qui envoie ce message. Qu'on fasse fonctionner la NIF librement et vous verrez, malgré nos mots, pas seulement au Cameroun, mais partout en Afrique et même ici en Angola, la solution est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. J'imagine que c'est un message qui vient de l'Angola. Voilà, il dit que c'est Jésus-Christ qui peut nous sauver de la corruption. C'est un message qui nous est donc parvenu. Tout vient du parti au pouvoir. Buhari a redressé le Nigeria en 4 ans. C'est un message qui vient de Abdou depuis Ngaoundéré. Je pense que compte tenu de l'ampleur de la situation, seule la CONAC ne peut éradiquer le mal. Tous les Camerounais doivent y mettre du leur. C'est Amamatou de Yaoundé qui envoie donc ce message. Un peuple mal enseigné et mal informé est voué à l'échec. Notre élite trompe le peuple et trompe le président. Donc, pas d'émergence en 2035. C'est donc Larios depuis Yaoundé. Bonjour, chers panélistes. Les structures de lutte contre la corruption, c'est du gâchis. Cet argent doit être ajouté au salaire des fonctionnaires et ça pourra changer. Je pense que la CONAC est efficace parce que les autorités sont aujourd'hui en prison pour détournement des deniers publics. C'est Mohamed depuis Douala qui envoie ce message. La corruption est endémique, systémique et organisée au Cameroun. Rien qu'à voir dans ces multitudes de structures budgétivores qu'on peut mutualiser pour besoin d'efficacité. Étant entendu que la corruption n'est pas physique et visible, mais plutôt une attitude. On comprend alors le travail considérable à faire dans l'éducation et à faire dans l'éducation la morale et la notion de bien public. C'est un message de M. Tchana à Douala. Et enfin, notre pays est malade. À Yaoundé, on n'a plus de scanners dans les hôpitaux, mais on fabrique le Sénat. Ça sert à qui? C'est donc une question qui est posée par un téléspectateur. Mesdames, Messieurs, on est donc arrivé au terme de cette édition du débat de la presse. On va remercier M. Soulé Onoyolo, on va remercier M. Jean de Dieu Aïssi, M. Thierry Ndong et M. Joseph Atangana Zanga. Merci à tous les 4 d'être venus
à ce plateau d'Afrique Média. Nous étions en direct de Yaoundé. Sur ce, on vous quitte et on vous souhaite une très très bonne semaine en compagnie des programmes d'Afrique Média. Au revoir.